L'intelligence collective, c'est ce qui nous a servi à gagner cette lutte, parce que nous on a utilisé tout ce qui est organisation syndicale, puisque moi je suis syndicaliste et CGT. Et donc j'étais secrétaire du CGT de Fralib. Je participais au comité de groupe Unilever France et au comité européen, donc je connaissais parfaitement le groupe et sa fonction économique. Et donc dès l'annonce de la fermeture, on s'est opposé à cette fermeture parce qu'elle n'était pas socialement et ni économiquement justifiée. Et donc on a utilisé tous les moyens de la lutte pour essayer de, dans un premier temps, faire revenir Unilever sur sa décision. Mais quand on sait qu'un grand groupe industriel comme Unilever prend de telles décisions, c'est compliqué de les faire revenir en arrière. Et donc, à partir de là, on a tout de suite créé un projet alternatif à la fermeture en plusieurs axes. Le premier, c'était que nous, on considérait que l'outil industriel nous appartenait et que donc rien ne sortirait de cette usine. La deuxième axe, c'était qu'on savait produire du thé et des infusions, et donc on n'avait pas besoin de patron ou de chef pour nous guider là-dessus. On savait, on avait nos compétences. On voulait aussi revenir à des aromatisations naturelles, puisque avec Unilever, on est passé de l'aromatisation naturelle à l'aromatisation de synthèse pour des raisons économiques, bien sûr. Mais nous, on voulait donc revenir avec des produits nobles et naturels. L'autre axe aussi, c'était qu'on voulait inventer une autre forme juridique de ce qui existait aujourd'hui. Et donc, on voulait aussi faire participer des circuits courts, notamment sur les plantes aromatiques. On sait que dans nos régions se cultive du tilleul, de la verveine, de la camomille et de la menthe. Donc, on voulait utiliser ces produits locaux pour en faire des infusions de qualité et avec des arômes naturels quand il y avait aromatisation. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors l'intelligence collective, elle est venue parce qu'on a fait travailler les structures avec nous. Bien sûr, on a donc toutes les structures de la CGT, donc l'union locale d'Aubagne, l'union départementale au niveau du département des Bouches-du-Rhône, notre fédération agroalimentaire qui a aussi participé à nos travaux, la confédération syndicale aussi CGT qui a aussi participé. Donc toute cette intelligence-là a permis de réfléchir aux meilleures stratégies à mettre en place contre cette multinationale qui est un rouleau compresseur. Et donc il a fallu des heures, des journées, des nuits de discussion, d'échanges entre nous pour tracer des lignes de stratégie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dernier ressort, c'est toujours le syndicat qui avait la décision à prendre. Jamais on a été dicté sur la décision que nous devions prendre dans tous les cas possibles et inimaginables. Donc la décision finale revenait au syndicat de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. Donc tout ça, ça a permis d'envisager dans les initiatives. Chaque fois qu'on passait aux tribunaux, il fallait qu'on envisage à la fois la victoire mais à la fois la défaite. Donc tout ça, ça nous a permis à chaque fois qu'il y avait une nouvelle, de se préparer à la réaction, que ce soit positif ou négatif. Et c'est ce qui a fait notre force, je pense. Et puis cette intelligence collective, on l'a mis au profit des travailleurs qui luttaient pour conserver leur outil industriel et leur emploi. Et c'est ce qui nous a permis de tracer les lignes et d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. Alors aujourd'hui, il a fallu tout recréer. Il a fallu recréer, puisque nous, dans notre lutte, on réclamait la marque Éléphant, la marque Éléphant est une marque française qui est née à Marseille, à la rue Curiole exactement, qui a été créée en 1886. Et donc, pour nous, c'était un patrimoine régional et qu'on devait garder. Et puisque Unilever, avec Unilever, on travaillait deux marques, la marque Lipton, qui est la marque milliardaire d'Unilever. Il faut savoir qu'Unilever a 10 à 12 marques milliardaires, c'est-à-dire qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires. Et donc Lipton faisait partie de cela. Et l'Éléphant, c'était une marque française qui était vendue en plus qu'aux consommateurs français. Donc il était pour nous légitime que Unilever s'en aille avec Lipton, qui est leur marque internationale, mais qui nous laisse la marque Éléphant. Donc on aurait pu continuer à exploiter au niveau de là où elle est née. Donc ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu tout recréer. Il a fallu recréer
toutes les postes importants de l'entreprise, notamment en amont et en aval, puisque nous, on savait produire, mais on n'avait pas la maîtrise de la commercialisation, du marketing, de la logistique, donc il a fallu aussi tout recréer. On a créé deux marques, la marque 1336 qui est destinée à la grande distribution, parce qu'on a une grosse usine et il faut des volumes. Aujourd'hui, on est 58 coopérateurs et 42 salariés. Et la marque Scopti qui, elle, est dans la philosophie de notre projet, qui est en bio, uniquement en bio, et avec l'achat de matières premières en France, donc pour reconstruire les filières qui ont été mises à mal par ces grands groupes industriels qui ont laissé tomber, pour des raisons aussi financières et économiques, toutes ces filières-là, comme le tilleul, la verveine, qui étaient récoltées en France, la camomille, la menthe, et qui sont allées depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, aller chercher des produits en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, pour les avoir bien chers, bien évidemment. Donc nous, on veut recréer cette filière-là. On a la petite prétention de pouvoir essayer de le faire. Notamment, on travaille avec des fournisseurs de tilleul des baronnies, et avec des producteurs. Donc on regroupe, et on travaille pour ça, au regroupement des producteurs aujourd'hui dans les baronnies pour se fournir un tilleul qui est à proximité de chez nous et qui en plus n'impacte pas ou très peu l'empreinte carbone. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui notre tilleul il vient de 200 km, on le transforme et on le vend sur le marché français, alors qu'Unilever allait le chercher en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, traverser en bateau jusqu'au port d'Hambourg. Au port d'Hambourg, c'était envoyé dans une entreprise qui coupait les plantes. Il faisait encore 600 km et puis en plus de là part maintenant à Katowice en Pologne, et de la Pologne on sert les consommateurs français. Donc vous voyez un petit peu le chemin que parcourt un tilleul, alors que ce sont des plantes et elles sont fragiles, et donc on a considéré qu'il valait mieux les acheter là, certainement beaucoup plus cher que ce que le paye Unilever, mais ce qui fait un sens à notre combat et à notre projet. Alors, nos produits sont commercialisés aujourd'hui au niveau national, notamment sur la marque 1336, qui, je le répète, est destinée à la grande distribution, parce qu'il nous faut des volumes, parce qu'on a une grosse usine, et donc on a 42 salariés aussi à pouvoir faire manger et vivre. Et donc cette marque 1336 niveau national, la marque Scopti, elle est plus au niveau local, puisqu'on va être référencé dans les Biocoop à partir de septembre, donc tout en bio, et avec l'achat de matières premières uniquement en France en ce qui concerne les plantes aromatiques. Le système coopératif est complètement différent du système capitaliste. Le système capitaliste qu'on a vécu avec Unilever, c'était un système où descendaient des ordres dont on ne sait pas d'où, d'en haut, voire de gens qui prenaient des décisions et qui ne savaient même pas qu'on existait, et donc il fallait appliquer comme des bourrins toutes les décisions qu'ils voulaient qu'on applique. Donc sans réfléchir, on travaillait, mais on savait que on travaillait aussi pour les actionnaires, parce que l'analyse qu'on en a fait économique, c'est que pendant 4 mois, on travaillait pour amortir tous les coûts de l'usine, structure, énergie, salaire, y compris les gros salaires de nos dirigeants qui étaient payés après pour nous fermer, et que donc pendant 8 mois, on travaillait pour les actionnaires. Donc voilà, donc ça c'est un travail bête, méchant, qui nous faisait appliquer des décisions qu'on ne savait même pas pourquoi on les appliquait. Et donc voilà, il fallait travailler comme ça. Aujourd'hui, les décisions sont prises collectivement. La politique qu'on trace sur la politique de la SCOP, c'est nous qu'on la décide. C'est nous qu'on est partie prenante, qu'on est en responsabilité tous, chacun, de notre avenir, puisque on sait pourquoi on travaille, on sait pour qui on travaille. C'est pas pour remplir la poche des actionnaires, mais c'est pour essayer de faire vivre les familles qui travaillent dans cette entreprise. Et on a donc des valeurs qui sont complètement différentes et un état d'esprit complètement différent de ce qu'on pouvait avoir avant. La politique salariale qu'on a décidée nous-mêmes, là aussi, on a eu un processus de décision sur la politique salariale qu'on a mis en place au fil du temps, où on a, dans un premier temps, réfléchi par rapport à 3
situation qu'on pouvait mettre en place, c'est-à-dire de garder les salaires qu'on avait avec Unilever, sachant qu'on ne ferait pas les nuits et qu'on repartirait avec une ancienneté à zéro. Donc on a reconstitué nos salaires en fonction de ça, sachant aussi que la contrainte c'était qu'avec Unilever, comme on était payé au mérite, c'est le système capitaliste qui le veut, qui était mis en place avec Unilever, c'est-à-dire qu'on avait pour un même travail 2 salariés qui pouvaient avoir une différence de salaire de 15 à 25%. Donc ce qui faisait qu'on avait cette casserole-là qu'il fallait gérer. On avait la possibilité d'avoir un salaire unique pour tout le monde et on avait une autre troisième possibilité qu'on avait un salaire unique par catégorie professionnelle en fonction de la convention collective dont on dépendait. Donc les débats ont été importants, tendus certaines fois, puisque quand on parle de salaire, c'est quand même important. Donc quand on a été mûr pour passer à une étape supérieure, c'est ce qu'on a fait. On a créé des commissions, 3 commissions qui ont travaillé chacun dans leur côté et avec un retour d'une synthèse de chaque groupe qui a exigé que le salaire qu'on allait fixer entre le plus petit et le plus gros, ce soit d'un écart infime. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu respecter dans tous les groupes. Ensuite, on a décidé par le vote du choix de la politique salariale qu'on allait commencer à travailler. Et ça a été le choix par vote d'une majorité qui ont décidé qu'on allait travailler sur un salaire unique par catégorie professionnelle. Donc à partir de là, quand on avait la ligne tracée, c'est qu'on a créé donc une commission qui a travaillé à faire des propositions à l'Assemblée générale. Donc il y a eu encore là 4 à 5 réunions importantes qui a défini 3 propositions de possibilités de politique salariale qu'on a soumis à l'Assemblée générale. Donc on a mis par écrit ces 3 propositions-là, on les a distribuées à l'ensemble des coopérateurs en Assemblée générale et donc on a pris une semaine à 10 jours pour continuer la réflexion, que chacun puisse prendre en compte tout ce qui était écrit et qu'il comprenne bien les propositions qui étaient faites. Il y avait 3 propositions de fait là aussi. Et donc chacun a pu s'exprimer en toute connaissance de cause. Donc on est passé, après 10 jours de réflexion, à une assemblée générale donc, qui a décidé cette fois de la politique salariale qu'on allait mettre en place. Donc on est passé à deux votes. Le premier vote, puisqu'il y avait 3 propositions pour éliminer la proposition qui retenait le moins de suffrages. Et ensuite, il restait les 2 où on a revoté une deuxième fois pour élire la politique salariale qu'on allait mettre en place. Et celle qui a été retenue, donc c'est un salaire minimum pour la première catégorie de salariés ouvriers employés qui est de 1 600 € net sur 13 mois. La proposition technicien à 1 670 € net sur 13 mois. Et le cadre, puisqu'il a fallu qu'on nomme un cadre, puisque dans nos statuts il est obligatoire de nommer un directeur, donc il y avait un statut de cadre, donc le seul cadre qu'on a aujourd'hui est au minimum de la convention collective, ce qui est à dire à 2 000 € net sur 13 mois. Ce qui veut dire qu'on a un écart de salaire où on a respecté la volonté des coopérateurs, c'est-à-dire qu'un écart de salaire est entre 1 et 1,25, alors que pour vous donner la comparaison, quand on était avec Unilever, on était de 1 à 210. Et toutes les grandes décisions sont prises par les coopérateurs en assemblée générale. C'est-à-dire, ça, on a vu l'exemple des salaires, qui est un exemple important, mais on a décidé aussi ensemble de l'organisation du travail, sur les horaires de travail, le choix des commerciaux, le choix du marketing, le choix de la marque. Donc tout ça a été pris en assemblée générale, qui est pour nous l'assemblée souveraine sur la décision politique de la mise en place de la politique de la SCOP. Il est possible qu'il y ait des SCOP aujourd'hui qui dérivent peut-être vers le système dominant. Mais nous, on tient à ce qu'on ait un système vraiment coopératif, de décision collective, de participation collective aux prises de décision. Et donc nous, on travaille à mettre en place ça. On n'est pas tous dans la même sensibilité politique, bien sûr. On est un collectif, et les collectifs ont des différentes personnes avec des différentes sensibilités, syndicales ou politiques. Mais on essaye d'avoir des consensus sur les grandes décisions à prendre. Et ça, on arrive plutôt bien, puisque depuis quasiment
2 ans et demi qu'on travaille à ce sujet-là, on n'a jamais pris de décisions qui ont été remises en cause par l'Assemblée générale. C'est une façon de participer à la vie de l'entreprise, à être co-responsable de notre avenir et de prendre notre avenir en main et de le porter le plus loin possible. Et pourquoi pas, après, une fois que la SCOP sera pérenne, de faire évoluer l'emploi et d'intégrer des personnes qui n'ont pas lutté avec nous. Comment on va les intégrer, ça c'est un autre sujet. Et comment on va avoir la politique de recrutement, ça aussi il va falloir qu'on en discute après. Mais ces décisions-là seront prises de toute manière avec l'ensemble des coopérateurs de manière collégiale. Ces initiatives-là, c'est ce qu'on recherche aussi, puisqu'on développe, à part le circuit commercial traditionnel de grande distribution, on développe aussi dans notre scope tout ce qui est réseau alternatif, qu'on appelle nous réseau alternatif, qui est notamment les syndicats, les partis politiques qui sont proches de nous, mais aussi tout ce qui est AMAP, réseau alternatif, association. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, depuis qu'on y travaille, représente un chiffre d'affaires de 20% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un secteur qu'on veut s'intéresser de plus en plus et de développer de plus en plus parce qu'on sait très bien que du jour au lendemain, la grande distribution peut nous tuer. Donc, et ça, c'est un réseau alternatif qui sont plus proches de nous, sont plus sensibilisés à notre cause. C'est des réseaux coopératifs qui peuvent être une alternative à notre commercialisation.